Chapitre 17. Le lendemain, pour me reposer de mes aventures, je croyais pouvoir dormir longtemps. C'était mal connaître monsieur Henri. Sous ses dehors nonchalants et rieurs se cachait une obstination terrible, celle qui lui faisait, jour et nuit, s'il le fallait, traquer la rime. Juste après l'aube, il poussa ma porte. Comme vous l'avez deviné, Thomas m'avait abandonné. Pour mieux se consacrer à sa nouvelle amie guitare, il avait emménagé dans la case d'à côté, où vivait son professeur. Debout là-dedans, les leçons continuent. Tu ne te croyais pas en vacances quand même. Nous avons assez traîné. Tu dois reparler au plus vite. Autrement, ton cerveau droit, celui où naissent les phrases, va se changer en désert. Ta langue va devenir plate et noirâtre, comme les poissons qu'on fait sécher au soleil. Et tu baveras ta salive puisqu'elle n'aura plus rien à faire dans ta bouche. Ces menaces ont sans doute me jetèrent au bas du lit. L'instant d'après, je marchais aux côtés de mon sauveur. Madame Jargonos avait sa méthode. J'ai la mienne. Tu as déjà visité beaucoup d'usines? Non? Ça ne fait rien. Celle où je t'emmène est très particulière, et pourtant essentielle. C'est peut-être l'usine la plus nécessaire de toutes les usines. Maintenant, mets ce masque d'apiculteur et cette cape blanche. Nécrol ne va pas te lâcher comme ça. Tu auras un peu chaud, mais dehors tu devras porter ce déguisement tout le temps, tant qu'il ne t'aura pas oublié. Et ça risque de durer longtemps. Nécrol a de la mémoire. Je vous attendais plus tôt. Le directeur de l'usine, la plus nécessaire de toutes les usines, me toisait sans gentillesse. C'était un long personnage. On aurait dit une girafe désincarnée, une sorte de squelette géant sur lequel on aurait collé un peu de peau pour ne pas effrayer complètement les gens. Je faillis pleurer. N'avais-je donc fui madame Jargonos que pour tomber sur plus sévère encore? Étais-je condamnée jusqu'à la fin de ma vie à subir les tortures des grammairiens? D'ailleurs, ces grammairiens, pourquoi étaient-ils si maigres? D'un chuchotement, pendant que nous commencions la visite, monsieur Henri me donna sa réponse. Le directeur a l'air terrible, mais c'est le plus gentil des hommes. Seulement, il aime tellement les mots, il s'occupe tellement d'eux, nuit et jour, qu'il en oublie de manger. Alors forcément, il manque de graisse. Une fois par mois, on est obligé de l'enfermer. On lui ouvre la bouche et on le gave. Autrement, il mourrait. J'ai une autre explication. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je vous laisse juge. Les grammairiens se passionnent pour la structure de la langue, son ossature. Alors forcément, chez eux, le squelette est plus visible. Je sais, il y a des grammairiens gros. Mais la grammaire n'est-elle pas le royaume des exceptions? Le premier bâtiment de l'usine, la plus nécessaire du monde, était une volière immense, grouillant de papillons. Ceux-là, je crois que tu les connais, me dit la girafe. Je hochai la tête. J'avais enfin retiré mon masque d'apiculteur. Tous les noms, mes amis de la ville des mots, étaient là. Ils m'avaient reconnu, ils se pressaient contre le grillage, ils me faisaient fête. On dirait que tu es populaire. Le directeur girafe semblait sidéré par cet accueil. Il me sourit, c'est-à-dire qu'il grimaça. Comment peut-on sourire quand on n'a pas de peau? J'étais heureuse. L'usine m'avait adoptée. Nous nous avançâmes de quelques pas vers une grande vitre derrière laquelle, sur plusieurs étages, s'activaient d'autres mots. Par leur manière de s'agiter perpétuellement, et en tous sens, on aurait dit des fourmis. Et cela, tu t'en souviens? Mon air désolé lui donna la réponse. Ce sont les verbes. Regarde-les, des maniaques du labeur. Ils n'arrêtent pas de travailler. Il disait vrai, ces fourmis, ces verbes, comme il les avait appelés, serraient, sculptaient, rongeaient, réparaient. Ils couvraient, polissaient, limaient, vissaient, sciaient. Ils buvaient, cousaient, treyaient, peignaient, croissaient. Dans une cacophonie épouvantable. On aurait dit un atelier de fous. Chacun besognait frénétiquement sans s'occuper des autres. Un verbe ne peut pas se tenir tranquille, m'expliqua la girafe. C'est sa nature. 24 heures sur 24, il travaille. Tu as remarqué les deux, là-bas, qui courent partout? Je mis du temps à les repérer dans le formidable désordre. Soudain, je les aperçus. Être et avoir. Oh, comme ils étaient touchants!
Ils cavalaient d'un verbe à l'autre et proposaient leur service. Vous n'avez pas besoin d'aide? Vous ne voulez pas un coup de main? Tu as vu comme ils sont gentils? C'est pour ça qu'on les appelle des auxiliaires. Du latin auxilium, secours. Et maintenant, à toi de jouer. Tu vas construire ta propre phrase, ta première phrase. Et il me tendit un filet à papillons. Commence par le plus simple. Va là-bas, dans la volière, choisis 2 noms. Après, pour le verbe, tu viendras choisir dans la fourmilière. Allez, n'aie pas peur. Ils te connaissent, ils t'aiment bien, ils ne vont pas te mordre. Il en avait de belles, le directeur girafe. J'aurais voulu l'y voir. À peine la porte poussée, je fus assailli, étouffé, aveuglé. Les noms se battaient, ils m'entraient dans les yeux, les narines, les oreilles. J'éternuais, je toussais, je faillis mourir. Ils voulaient tous que je les retienne. Ils devaient tellement s'ennuyer dans leur prison. Au moment de m'évanouir, j'en saisis 2 par les ailes, au hasard, Fleur et Diplodocus. Et je refermai la porte, pâle, tremblante, à demi morte. La girafe ne me laissa pas le temps de souffler. Allez, maintenant, tu pêches un verbe. Averti par mon expérience précédente, je ne passais que la main, laquelle en 1 seconde fut recouverte, léchée, mordue, griffée, mais aussi caressée, pommadée, récurée, maquillée. Les fourmis verbes s'en donnaient à cœur joie. Ému par tant d'attention, je les laissais travailler quelques secondes, et puis je me retirais avec l'un d'entre eux pris au hasard. Grignoter. Bon, passe au distributeur d'articles et reviens me voir. Plus sage cela. Une colonne masculin, une autre féminin. Il suffisait d'appuyer sur le bouton, et tombèrent dans le creux de ma main les avant-gardes qui m'étaient nécessaires. Un le et un la. Parfait. Maintenant, tu t'assieds là, à ce bureau. Tu déposes tes mots sur la feuille de papier et tu formes ta phrase. Mes mots, si péniblement attrapés, je les retenais toujours par les ailes. Je ne voulais pas les laisser, je craignais qu'ils ne s'échappent. Après tout, une phrase pour un mot, c'est une prison. Il préférerait sûrement se promener seul, comme dans la ville que nous avions tant aimée avec monsieur Henri. C'est lui qui vint à mon secours. Fais confiance au papier, Jeanne. Les mots aiment le papier, comme nous le sable de la plage ou les draps du lit. Sitôt qu'ils touchent une page, ils s'apaisent, ils ronronnent, ils deviennent doux comme des agneaux. Essaie, tu vas voir. Il n'y a pas de plus beau spectacle qu'une suite de mots sur une feuille. J'obéis. Je lâchai Fleur, puis grignoter. Enfin, Diplodocus. Monsieur Henri ne m'avait pas menti. Le papier était la vraie maison des mots. Sitôt couché sur lui, il cessait de s'agiter. Il fermait les yeux, il s'abandonnait, comme un enfant à qui on raconte une histoire. « Tu es contente de toi ?» La voix de la girafe me tira de ma contemplation attendrie. Je regardais la phrase que j'avais formée, ma première depuis le naufrage, et j'éclatais de rire. La fleur grignotait le diplodocus. Où as-tu vu ça? Une plante fragile dévorer un monstre? Généralement, le premier mot d'une phrase, c'est le sujet, celui ou celle qui fait l'action. Le dernier, c'est le complément, parce qu'il complète l'idée commencée par le verbe. Pendant qu'il parlait, j'avais vite modifié l'ordre. Le diplodocus grignotait la fleur. Je préfère ça. Entre nous, je ne sais pas très bien si ces grosses bêtes-là adoraient les fleurs. Bien, dernière étape, nous allons dater le verbe. Grignoter, c'est trop vague. Et ça ne dit pas quand c'est passé, quand ça s'est passé. Il faut donner un temps au verbe. Encore un effort, Jeanne, reste concentrée. Tu vois les grandes horloges là-bas? Vas-y, et choisis. Une famille de hautes horloges à grands balanciers de cuivre se dressait sur une sorte d'estrade en bois. On aurait dit que, de leur cadran, elles surveillaient l'usine la plus nécessaire du monde. Je montais les marches, le cœur battant, ma feuille à la main, avec ses phrases minuscules. Je m'approchai de la première horloge. Son balancier me rassura. Il battait, comme d'habitude, vers la gauche, vers la droite, régulièrement. Une ouverture avait été percée dans l'horloge, semblable à une boîte aux lettres. Tout naturellement, je lui confiai ma feuille. J'entendis des grincements d'engrenages, 3 notes de carillon, et la feuille me revint, avec ma phrase complétée. Le diplodocus grignote la fleur.
Alors seulement je découvris la pancarte. Horloge du présent. Encouragée par monsieur Henri, je continuai ma promenade dans le temps. Les deux horloges voisines se présentaient elles-mêmes comme celles du passé. Leur balancier jouait un drôle de jeu. Monté vers la gauche, il ne redescendait pas. On les aurait dit cassés. Et pourquoi deux horloges? Rien ne semblait plus simple que le passé. Le passé, le royaume de ce qui est fini et ne reviendra plus. Et c'est l'une après l'autre, tu comprendras. Ma feuille, 2 fois envoyée et 2 fois revenue, je comparais. Monsieur Henri lisait derrière mon dos et commençait. Le diplodocus grignotait. Tu es dans l'imparfait. C'est du passé, bien sûr, mais un passé qui a duré longtemps. Un passé qui se répétait. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée, les diplodocus, du 1er janvier au 31 décembre? Ils grignotaient. Alors que là, grignota, tu es dans le passé simple, c'est-à-dire un passé qui n'a duré qu'un instant. Un jour que, par exception, peut-être après une indigestion, le diplodocus n'avait plus faim. Il grignota une fleur. Le reste du temps, il dévorait. Tu comprends? Simple. Rien de plus simple que ce passé-là. Je passais à l'horloge voisine, celle du futur. Son balancier était aussi bloqué, mais de l'autre côté, en haut à droite. Je glissai ma feuille et grignoter me revint grignotera. Le diplodocus était entré dans le futur. Demain, il fera un repas léger de fleurs. Dans la dernière horloge de haute taille, le balancier était fou. Il s'agitait en tous sens, plus girouette que balancier, au gré d'on ne savait quelle fantaisie. Ça, c'est le conditionnel, expliqua monsieur Henri. Rien n'est sûr, tout peut arriver, mais tout dépend des conditions. Si le temps était beau, si les glaces se retiraient, si, alors le diplodocus grignoterait. Tu me suis? Il se pourrait qu'il grignote, mais je ne peux pas te le garantir. Le présent, les deux passés, le futur, le conditionnel, j'avais fermé les yeux et je rangeais soigneusement dans ma tête toutes ces espèces de temps. Bon, Jeanne, il va falloir que j'y aille. L'usine est à toi. Tu vois, je ne t'avais pas menti. Tu en connais de plus utiles, des usines? Que peut-on fabriquer au monde de plus nécessaire pour les êtres humains que des phrases? Tu as compris le principe? Tu trouveras le magasin des adjectifs derrière la volière des noms. Et aussi un distributeur de prépositions pour les compléments indirects. Aller à Paris, revenir de New York. Dernière recommandation, prends bien soin du papier. Tu as vu, c'est lui et lui seul qui sait apprivoiser les mots. Dans l'air, ils sont bien trop volages. Alors je te laisse. Bonne phrase, tu me les montreras ce soir. Une chanson m'attend. Il m'a touché l'épaule et s'en est allé. C'était sa manière de parler et aussi de vivre. À tout instant, il répétait une chanson m'attend. Comme si c'était sa femme, une femme fragile et très aimée et qui aurait pu disparaître, s'évanouir dans l'air s'il n'arrivait pas à temps. Vous avez deviné, j'étais jalouse. Depuis cette époque, je rêve souvent que je suis une chanson. Quelques lignes, une musique. Une nuit, la bouche bien collée contre l'oreille de mon mari, je lui demanderai de me fredonner. Pas quelque chose, pas un refrain, de me fredonner moi. Ce sera sa plus belle manière de m'aimer.